19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie d'Antonin André, rédacteur en chef adjoint du service politique du JDD, et Georges Fenech, ancien juge d'instruction, chroniqueur, observateur du monde politique, de la marche de l'histoire, de la marche de la vie, puisque ça nous concerne tous. Alors il y en a un qu'en ce moment qui vraiment défraie la chronique, c'est Jordan Bardella, 28 ans, qui est propulsé dans ces élections européennes où il fait pour l'instant office d'étendard, j'allais dire, puisqu'il est à 32% selon les derniers sondages. Les autres sont très loin derrière. La liste de Valérie Ayé est à 17%, c'est ça, 15-17%. On a eu un pic à un moment donné de Raphaël Glucksmann qui finalement revient à 12-13%, ce qui veut quand même dire aussi, on en parlera, que les Français sont peut-être encore à la recherche d'un SPD à la française, ou en tout cas un retour des partis de gouvernement, comme on les appelle. En tout cas, ce Jordan Bardella, comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous le sentez, Antonin André? C'est indéniablement un homme de grand talent en termes de politique, qui a su se faire une place de façon extrêmement rapide, qui a compris tous les codes de la communication politique, y compris pour aller chercher des électorats qui ne votaient pas ou peu. Je parle en particulier des jeunes. Sur TikTok, c'est un véritable phénomène. Et puis, il a appris à ne pas, d'une certaine façon, à ne pas prendre toutes les balles et à savoir les contourner de façon assez habile. Il ne porte pas le nom de Le Pen, ce qui est aussi un avantage énorme. Même s'il a un petit peu fait partie de la famille à un moment. Oui, mais il ne porte pas le nom. Et mine de rien, ça change quand même beaucoup de choses. Et puis, il a, d'une certaine façon, et c'est là où je trouve que ça interroge aussi, c'est toujours intéressant de voir comment le pouvoir se positionne par rapport au Rassemblement national, il a bénéficié tout de même d'une fleur d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, rappelez-vous comment cette année a débuté. Elle a débuté avec les rencontres de Saint-Denis, où on nous a raconté, notamment à l'Élysée, moi mes interlocuteurs parlaient de Jordan, non pas de Jordan Bardella, Jordan. Jordan est un homme intéressant. Jordan fait des propositions intéressantes, expliquant d'autre part que le président avait appelé Jordan, mais que Jordan était sous la douche, et que donc le président avait pris le temps de le rappeler pour s'entretenir directement avec Jordan. Donc si vous voulez, ça lui donne une stature. Et voilà. Et en installant Jordan Bardella, notamment pour gêner, j'imagine, de façon occasionnelle, les oppositions LFI, l'opposition LR, et essayer de jouer un peu les oppositions les unes contre les autres, Emmanuel Macron a un peu joué avec le feu, avec ce personnage. Et aujourd'hui, ce personnage est en phase avec une partie de l'opinion, et c'est vrai que il a des armes que les autres n'ont pas. Et d'ailleurs, à ces rencontres de Saint-Denis, pardonnez-moi Georges, je vous donne la parole dans un instant, il a, d'une certaine manière, un peu par défaut, inclus le RN dans l'arc, ce qu'on appelle l'arc républicain. Et puis, une semaine après, il l'a aussitôt ressorti, puisqu'à la suivante des réunions de Saint-Denis, d'ailleurs c'était pas une semaine plus tard, c'était plus tard, mais il disait que le RN n'avait pas toute sa place, etc. Donc c'est le fameux yo-yo de macroniste auquel on a l'habitude, Georges Fenech. Alors justement, vous, comment est-ce que vous percevez Jordan Jordan Bardella, Pierre, soyez rigoureux, ne tombez pas dans le piège d'Emmanuel Macron. Non, mais la diabolisation est en voie de disparition. La diabolisation est en voie de disparition, c'est clair. Le RN n'est plus le Front National tel qu'on l'a connu avec Jean-Marie Le Pen. Mais pour ce qui concerne Jordan Bardella, vous me demandez mon opinion. Je suis là pour la donner d'ailleurs. Incontestablement, il a des qualités personnelles. C'est un très bon débatteur, c'est un très bon tribun, c'est un très bon analyste, il a de la répartie, il a effectivement du talent personnel, ça il faut lui reconnaître. Après, je ne sais pas encore aujourd'hui si c'est un phénomène, pardonnez-moi l'expression, un phénomène de mode, passager, Jordan, qui a un succès auprès des jeunes, etc., ou est-ce qu'il va effectivement, est-ce qu'il est en train de construire une vraie stature de fond politique, parce que quand on voit les sondages, quelquefois il arrive devant même Marine Le Pen, on est en droit quand même de s'interroger, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pas bien ce que je dis, de l'emballage, de la présentation. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et ça, on va le savoir. Pour rejoindre votre propos, Jordan Bardella, c'est un peu une starlette de télé-réalité. C'est un peu ça. Mais c'est pas encore un Michel Sardou, un Johnny Hallyday, si vous voulez. Non, mais je veux dire, la question, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté, effectivement, Bardella. Et il va y avoir un temps fort, ça va être, s'il a lieu, le débat avec le Premier ministre. Absolument. Gabriel Attal. Là, il va bien falloir le Premier ministre qui a dit qu'il finalement, il était plutôt d'accord. Il se refusait absolument à débattre avec Jordan Bardella.
Bardella. Oui, mais enfin, vous comprenez considérant bien que ça le mettait à un niveau. Mais alors, qui le était pas débat sûr. avec Valérie Hayé, il est plié, à mon avis. Hein. Donc, il va bien falloir qu'on mouille la chemise. Ah bah, Méfions-nous. Valérie Hayé, sans doute, s'est préparée, j'imagine, parce qu'elle joue quand même. Vous vous rendez compte la pression qu'elle doit avoir sur les épaules. C'est-à-dire que tout le monde attend ce face-à-face-là. Et Hayé, qui est quand même dans une situation extrêmement compliquée, si elle a pas bien préparé son débat et que les commentaires à l'issue du débat sont encore pires pour elle. Elle va tout donner, on le sait. C'est chaud. Mais comment est-ce que cette finalement décision nouvelle de vouloir bien débattre avec Jordan Bardella est expliquée, cher Antonin André? Et je pense que le directeur de campagne de la Sorbonne est intervenu de façon extrêmement sévère. Il y a eu au début du mois d'avril une réunion à l'Élysée où il y avait le Premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de l'Intérieur, un certain nombre de ministres importants. Emmanuel Macron a déboulé dans le bureau et a dit bon, ça suffit les conneries avec le budget, ça suffit les conneries avec les fonctionnaires, ça suffit les conneries avec l'assurance chômage. Il y a une seule préoccupation, c'est les élections européennes. C'est la seule chose à faire. Je vous nettoie. Il a dit, je vous nettoie tout. Je vais tout nettoyer. Je vais vous faire place nette. Et maintenant, je veux que vous alliez sur le terrain. Depuis le début, Gabriel Attal sent le piège. C'est-à-dire que dès son entrée en fonction, il disait, j'ai voyagé avec lui, je lui ai dit, mais vous allez faire la campagne des européennes. On dit que vous êtes nommé pour contrer Bardella. Et il me dit, non, on n'attend pas le Premier ministre dans les élections européennes. Les Français attendent le Premier ministre sur les sujets de politique intérieure et je serai à leur côté. Mais on voyait bien qu'ils voyaient le piège sur lui. Mais simplement, au bout d'un moment, il n'a plus le choix. C'est-à-dire que Valérie Hayé est tellement basse. Vous savez ce qui peut se produire, qui serait quand même inédit? Ce serait que Valérie Hayé soit troisième. C'est arrivé une seule fois. Et vous mettez qui en deux? Glucksmann. Il est arrivé une seule fois dans l'histoire des européennes que le parti de gouvernement arrive troisième. C'était Jean-Christophe Cambadélis en 2014 avec François Hollande. Mais c'est évidemment un événement et un fait politique qui sera extrêmement préjudiciable pour la Macronie si jamais il advenait que Valérie Hayé soit sous Glucksmann et Gabriel Attal en serait comptable indéniablement. Georges Fenech. Et là, à ce moment-là, le Rassemblement national, peut-être d'autres, réclameront peut-être une dissolution de l'Assemblée. Ça a déjà été bien sûr demandé par Bardella lui-même. Vous voyez, il y aura un impact sur la politique intérieure. Et moi, en vous écoutant, j'étais en train de réfléchir. En 2002, vous vous souvenez, il n'y a pas eu de débat de deuxième tour. Chirac avait refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen. Vous vous rendez compte le gap, l'évolution, gap véritablement. Je vous dis, c'est plus du tout la même chose. Voilà, donc c'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit pas la même chose. Il y a une évolution dans les coutumes, dans les mœurs, dans les traditions. C'est ça aussi. Et dans le discours du Rassemblement national et dans sa façon aujourd'hui de faire de la politique. Quand vous voyez qu'il y a un sondage qui les donne même à majorité absolue s'il y avait une dissolution, ça devient un sujet de très grande préoccupation et pour la Macronie et également pour les autres oppositions, et je pense notamment à LR. Mais il y a une stratégie derrière tout ça dont il faut créditer Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, à l'inverse de son père qui n'envisageait pas la conquête du pouvoir et qui d'une certaine façon s'adressait à une clientèle peu ou prou du sud de la France, de droite, conservatrice, il n'en voulait pas du pouvoir. Il ne voulait pas du pouvoir. Marine Le Pen, elle a implanté son parti dans le pays profond. Je veux dire que tout le nord, le nord-est de la France sont des terres de gauche, où la gauche a abandonné les ouvriers. Quand Marine Le Pen va à Hénin-Beaumont et qu'elle reprend cette terre aux socialistes qui s'étaient laissés aller dans la gabegie, la pire avec le maire de l'époque, et qui avait abandonné ses classes populaires, c'est une stratégie de long terme. Elle a su tenir un discours social que son père ne tenait pas. Mais donc derrière ça, il n'y a pas seulement un effet de mode et un effet d'évolution des mœurs et des traditions. C'est une stratégie pensée par Marine Le Pen et force est de reconnaître que elle a plutôt été intelligente dans sa façon d'implanter le Rassemblement national aujourd'hui dans le pays. Et du coup, Bardella hérite de tout ce terreau sans n'avoir pratiquement rien fait. Donc il est, il commence un peu, je crois, à indisposer, dit-on, je lis ça dans la presse, Marine Le Pen, qui voit quand même... On verra bien. Dans les sondages, il passe quelquefois d'une courte tête devant ou à égalité. Ça ne doit pas être sans... Comment est-ce que les débats se poursuivent sur Europe 1 avec Antonin André et Georges Fenech? Comment est-ce qu'on a parlé de Glucksmann assez rapidement, mais il a été chahuté au 1er mai à Saint-Étienne, il a dû être exfiltré du cortège. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu, en effet, des gens de la France Insoumise qui étaient vraiment là pour l'exfiltrer, l'empêcher de... Ça traduit quand même une chose, c'est-à-dire qu'il y a une gauche qui a été...
monté de toutes pièces par Jean-Luc Mélenchon avec cette grande architecture qui a été la NUPES et qui a été un formidable produit marketing lors des législatives 2022, qui aujourd'hui est en train de s'effondrer plus ou moins comme un château de cartes et qui là ne veut pas laisser arriver une gauche de gouvernement, comme on l'appelle, qui est en l'occurrence incarnée par Glucksmann et qui marche dans les sondages, Antonin André, qui fonctionne. Oui, Glucksmann a cette cohérence et ce discours qui rassure une partie de la gauche qui n'allait plus aux urnes, qui même n'allait plus aux urnes. Il y en a une partie qui est partie chez Macron, les sociodémocrates, et il y a une partie qui ne votait plus parce que Mélenchon était une offre abominable pour eux. Et Glucksmann a réussi à réveiller un peu cet électorat-là. Donc ça frémit. De réserve néanmoins. Attention quand même, les sondages tels qu'ils sont aujourd'hui, les sondeurs, vous ne le diront pas comme ça, mais ils se font aussi un peu plaisir à faire monter, à corriger à la hausse, à corriger à la baisse. Donc, non, ils nous le diront pas. Donc il nous faut aussi un épouvantail dans cette campagne, et Glucksmann le fait bien, il est très bon. Et par ailleurs, il faut attendre aussi, c'est vrai, les dernières semaines, parce que le vote se cristallise quand même dans les 2-3 dernières semaines, et c'est très compliqué aujourd'hui de dire si Glucksmann réussira vraiment son pari. Mais c'est un des phénomènes intéressants de cette campagne. C'est la révélation de cette campagne. On peut dire que c'est la révélation Glucksmann de cette campagne. Absolument. Et ce qui lui est arrivé à Saint-Étienne, à mon avis, en termes d'image, ça ne peut que lui bénéficier. Oui. Les gens n'aiment pas du tout quand on exerce de la violence sur les... D'ailleurs, il a reçu le soutien de toute la classe politique. Sauf Mélenchon, Mélenchon dans son tweet a dit, ça va permettre à monsieur Glucksmann de se mettre non pas en martyr, mais en victime. Voilà. Oui. Donc, et ça puis, il bénéficie d'une forme d'alignement des planètes. Ouais. Parce que les dérapages actuels de LFI, qui fait que les socialistes s'en écartent, le fait que la Macronie ait soi-disant une politique trop libérale, en fait, il retrouve un peu les fondamentaux des socialistes. Il fait une bonne campagne, incontestablement, et il peut créer cette surprise. Il y a une incarnation aussi, parce que jusqu'à présent, le PS, c'était quoi? C'était Hollande, un peu Cazeneuve. Non, il y a un côté renouvellement, un peu... c'est le nouveau visage de ces élections, effectivement, du paysage politique français. Qu'est-ce qu'on en pense au PS, d'ailleurs, de Glucksmann? Alors, c'est très paradoxal. On l'a suivi à Nantes pour le JDD, c'était très intéressant parce que vous aviez des anciens socialistes, des vieux socialistes qui retrouvaient des couleurs et puis qui étaient contents d'être là. Et il y a un autre phénomène, figurez-vous qu'il y avait des scouts à Nantes. Parce qu'il y a une partie de ce qu'on appelle les chrétiens de gauche, qui était un mouvement assez fort quand même à gauche, une minorité quand même très agissante, retrouve dans Glucksmann une espèce de valeur de gauche qui lui convient. Et donc il y avait des scouts qui couraient partout dans le... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le PS, les militants socialistes sont ravis. Olivier Faure, je peux vous dire que lui, si Glucksmann pouvait éviter de faire un score trop élevé, ça l'arrangerait bien. Donc si vous voulez, vous savez comment c'est, il y a toujours, surtout chez les socialistes, les calculs et les arrière-pensées ne sont jamais très loin. Bon, écoutez, voilà. Merci, messieurs. Merci, Georges Fenech. Merci à vous, Antonin André. Un plaisir et longue vie à Pierre de Villeneuve. L'actu continue à 19h. Il est sympa. Merci beaucoup, mon cher Antonin André. Dans un instant, à 20h, le journal de Maël Hassani. Et à 20h30, n'oubliez pas, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Agriculture, qui a sans doute entendu ce qu'a dit tout à l'heure Véronique Le Floch, qui va bien sûr lui répondre. À tout de suite sur Europe 1.